Papoudigna est déjà prête à recevoir Bolsonaro si Moraes signe l'ordre. La cellule de là-bas à la Papoudigna, cette cellule de 64 mètres carrés, n'est-ce pas, qui est plus grande que bien des maisons, cette cellule est toute prête à recevoir Jair Bolsonaro à nouveau. Que se passe-t-il? Jeudi prochain, le 25, prend fin la période d'assignation à résidence de Jair Bolsonaro. Il a obtenu une assignation à résidence de 90 jours parce qu'il était malade. Il avait une bronchopneumonie par aspiration, c'est-à-dire qu'il a aspiré son propre vomi, et cela est allé dans les poumons, et alors il a attrapé une pneumonie. Et là, Xandan lui a vraiment fait une grande faveur, parce qu'en réalité, en vrai, en 15 ou 20 jours, on guérit une pneumonie. Mais Xandan, en se basant sur la littérature médicale, a dit « Non, je vais donner 90 jours de délai pour que le détenu se rétablisse chez lui ». Après 90 jours, on fait une réévaluation, et cette réévaluation va déterminer s'il reste encore chez lui ou s'il retourne en prison. Un endroit d'où il n'aurait jamais dû sortir, parce qu'il a déjà montré qu'il ne respecte pas les critères, qu'il ne respecte pas les mesures de contrôle judiciaire, n'est-ce pas? Pourquoi Bolsonaro a-t-il été arrêté? Parce qu'il a continué à désobéir aux mesures de contrôle judiciaire, n'est-ce pas? Lui et ses fils désobéissaient, il a dû porter un bracelet électronique. Un autre fils a désobéi et a été placé en résidence surveillée. Puis il a aussi désobéi en tentant de couper son bracelet électronique. Il est allé en prison. Ensuite, il est tombé malade et a été placé en résidence surveillée. Mais il ne respecte rien, n'est-ce pas? Il ne respecte jamais les mesures de contrôle judiciaire. Alors, Xandan, jeudi, il peut signer une ordonnance ordonnant à Jair Bolsonaro de retourner à la Papoudigna, et c'est ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Jair Bolsonaro est dans l'attente. Les médecins ont fait un rapport médical pour dire qu'il est encore malade, pour dire qu'il est la solution en tant que médecin. Jamais. Bref, ils essaient de trouver des arguments pour éviter que Jair Bolsonaro ne retourne en prison. Cependant, il n'y a aucune justification pour qu'il reste en assignation à domicile. Selon les rapports médicaux, son état s'est amélioré, la bronchopneumonie a disparu, le hoquet est chronique, donc ça ne sert à rien qu'il reste en prison ou en résidence surveillée. Il aura le hoquet de toute façon, n'est-ce pas? Rester en prison, c'est évident, c'est normal, puisqu'il a été condamné à 27 ans et demi de prison. Alors, Jair Bolsonaro devrait retourner à la Papoudigna d'ici la fin de la semaine. Et tu vois, je me frotte les mains à l'idée de venir ici t'annoncer cette nouvelle le jour où ça arrivera, tu sais, parce que ça devrait arriver cette semaine encore. Le Kekaisi envoie ceci. Salut les amis, amitié. Eh bien, Kaisi, merci aussi pour ta contribution pour le salut et pour tout le reste, comme toujours, n'est-ce pas? Elena Galvin envoie aussi un super chat. Merci Elena, c'est gentil. Fuchs à la tête de la deuxième chambre, ça change quelque chose? Demande Carlos Alberto. Oui, ça change parce qu'aujourd'hui, le chef, le président de la deuxième chambre, c'est Guilmar Mendes. Et c'est le président qui détermine quels dossiers sont votés et lesquels ne le sont pas. C'est lui qui fixe l'ordre du jour des jugements. Donc Fuchs, qui est un allié d'André Mendonça, en devenant président de la deuxième chambre, c'est lui qui va déterminer tous les dossiers qui seront jugés. Ainsi, cela peut influencer, paralyser ou ne pas inscrire un jugement à l'ordre du jour si cela sert l'intérêt de Flavio, ou inscrire un autre jugement plus avantageux. Parce que Fuchs est aussi soudainement devenu bolsonariste, n'est-ce pas? Du jour au lendemain, il a retourné sa veste, et aujourd'hui il y a 3 ministres bolsonaristes au tribunal suprême fédéral. Encore aujourd'hui, Fuchs a voté pour acquitter encore plus de condamnés pour la tentative de coup d'État du 8 janvier. Du jour au lendemain, il a changé, il a voté pour condamner les putschistes dans plusieurs procès. Et soudain, quand il a fallu juger Bolsonaro, il a changé d'avis, il est devenu bolsonariste. C'est tellement vrai que seul lui, André Mendonça et Cássio Nunes Marques n'ont pas été sanctionnés par les États-Unis. Avec cette histoire de retrait de visa, n'est-ce pas? Trump a dit non, ceux-là sont des bolsonaristes et je ne vais pas les sanctionner. Donc, il est devenu clair qu'il y avait aussi une ingérence américaine dans la justice brésilienne. Cette façon d'essayer de faire pression sur les juges dans le procès contre Jair Bolsonaro. La pression n'a servi à rien. Il a été jugé, il a été condamné, il a pris 27 ans de prison. Cependant, maintenant, avec Luis Fuchs dans la deuxième chambre, il peut effectivement y avoir un changement dans le déroulement de la deuxième chambre. Surtout en répondant aux intérêts de Flavio, ce qui est assez préoccupant, n'est-ce pas?
Ingrid et Ricardo, si Flavio cesse d'être candidat, quelle est la chance que Michel reprenne cette candidature? Écoute, je ne crois pas que Flavio va cesser d'être candidat. Je pense qu'il ira jusqu'au bout, même si c'est pour être battu. Mais s'il n'est pas candidat, il n'y a que Michel, il n'y a pas d'autre personne. Une personne portant le nom de famille Bolsonaro, en mesure de se présenter à l'élection, il n'y a que Flavio et Michel, donc si ce n'est pas l'un, ce sera l'autre. Je crois encore que ce sera Flavio le candidat parce qu'ils vont maintenir la candidature, mais s'il ne l'est pas, Michel est le plan B, c'est sûr, non? Et si Michel est candidate, c'est aussi compliqué à cause de l'autre scénario, c'est une femme, n'est-ce pas? Et donc parfois, ça devient même difficile pour les adversaires d'attaquer la biographie de Michel parce qu'elle va dire qu'elle est attaquée parce qu'elle est une femme. Donc il y a aussi cette complication. Michel est vraiment une candidate dangereuse. Apparemment, elle va vraiment se présenter au Sénat pour Brasilia, tandis que Flavio Bolsonaro vise la présidence. Je ne pense pas qu'il se passera autre chose. Continuez à envoyer des super chats, on va continuer à discuter. Tu parles bien de la Papoudinha, déjà prête? Et il y a aussi une autre nouvelle concernant l'élection de São Paulo. Et oui, elle pourrait se terminer dès le premier tour, l'élection à São Paulo. Il y a de grandes chances qu'elle se termine dès le premier tour, peu importe qui gagne, que ce soit Tarcísio ou Haddad, ça n'a pas d'importance. La probabilité que l'élection se termine dès le premier tour a augmenté maintenant parce que deux candidats, ou plutôt des pré-candidats, ont abandonné la campagne. Cela ouvre la voie à une élection qui pourrait se jouer dès le premier tour, comme vous allez le voir. Kim Kataguiri n'est plus pré-candidat au poste de gouverneur de São Paulo. Le japonais, là, ici, Kim Kataguiri, a sorti un truc de bas étage, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne sera plus candidat au poste de gouverneur, qu'il sera candidat au poste de député fédéral pour renouveler son mandat. Et il dit qu'il sera ministre si Renan Santos gagne l'élection, n'est-ce pas? Si Renan Santos arrivait au second tour et gagnait l'élection, le gars de 5e catégorie serait le ministre du gouvernement de Renan Santos. Mais il a dit qu'il ne se présenterait plus à l'élection pour gouverneur. Et il avait 4-5 points de pourcentage dans les sondages, n'est-ce pas? Donc ce sont des voix qui vont probablement migrer vers Tarcísio, parce que ce sont des voix de droite, n'est-ce pas? Un vote strictement de droite. Donc enfin, on va voir ce qui va se passer. Mais en plus de lui, après Kataguiri, Paulo Serra du PSDB renonce aussi à briguer le poste de gouverneur de l'État de São Paulo. Le gars a été maire de Santo André, il était candidat au poste de gouverneur de l'État de São Paulo, et il avait aussi 3-4% dans les sondages. Et il a aussi dit qu'il renonçait et qu'il allait se présenter pour un siège à la Chambre des députés. Il va aussi essayer de devenir député fédéral, non? Il pense qu'il peut y arriver. Donc tu as retiré deux candidats de la droite. Qui reste? Il ne reste que Tarcísio et Haddad. Les autres sont de petits partis. Avec moins d'1% des voix, n'est-ce pas? Donc cela fait que l'élection sera pratiquement décidée, c'est presque sûr qu'elle sera décidée au premier tour. À moins que d'autres candidats n'apparaissent en cours de route, ce qui ne semble pas être le cas. À moins que d'autres candidats n'apparaissent pour diviser ces voix, n'est-ce pas? Et faire en sorte que le vainqueur ne l'emporte pas au premier tour, qu'il doive aller au second tour. Mais s'il n'y a pas de nouveaux candidats, moins il y aura de candidats en lice pour cette élection, plus il est probable qu'elle soit décidée dès le premier tour. Je répète, peu importe qui gagne. Même si Haddad passe devant, ce sera Haddad contre Tarcísio, il n'y a presque personne d'autre. Si Haddad passe devant, il gagne dès le premier tour. Si Tarcísio reste en première position, il devrait aussi gagner dès le premier tour. Donc c'est une situation comme ça. C'est inquiétant pour l'élection fédérale parce que Lula comptait dessus que l'élection à São Paulo aille au second tour pour avoir une force de campagne travaillant ici au second tour et dans l'État de São Paulo. Mais si l'élection se termine au premier tour, qu'est-ce qui va se passer? Le vainqueur, quel qu'il soit, va se lancer à fond dans la campagne présidentielle et le perdant va rester là, n'est-ce pas? Sans avoir grand-chose à faire. Donc, selon qui gagne, bien sûr, ça peut être bon pour Lula. Si Haddad gagne, ça peut être bon pour Lula. Cependant, aujourd'hui, les sondages montrent Haddad derrière Tarcísio de Freitas. Il réduit l'écart de plus en plus. Et il améliore ses performances, surtout dans la région métropolitaine, dans le Grand São Paulo. N'est-ce pas, dans la capitale et dans la région du Grand São Paulo, les municipalités proches de São Paulo, toutes placent aussi Haddad en tête. Et dans le reste de l'État, Tarcísio a l'avantage.
Et c'est pour ça que la situation reste un peu incertaine. Mais Haddad réduit l'écart. Et c'est très important. Il y a plus de super chats. Bolsonaro de retour à la Papoudinia. F. Magno parle. Je pense aussi, tu sais. Magno. Je parie qu'il retourne à la Papoudinia, tu sais. Je parie gros. Ademaria Alexandre. Alexandre Ademaria. Et cette vidéo absurde de Haddad, de Rachadinia et le père attaquant Lula. CV et PCC. Et pas seulement ça, n'est-ce pas? Il attaque aussi le PT. Est-ce que ce n'est pas de la diffamation et de la campagne anticipée? Je considère que oui. Et le PT aussi considère cela. Le PT a saisi la justice pour faire retirer ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'il présente le PT, le Parti des travailleurs, comme une organisation criminelle. Il présente Lula comme un bandit. Et cela constitue une propagande négative anticipée contre l'adversaire. Donc le PT a déjà saisi la justice. Bien sûr, cela va tomber entre les mains de Cassio Nunes ou d'André Mendonça, n'est-ce pas? Donc, de ce côté-là, on ne peut pas s'attendre à grand-chose, parce que cette élection aura tout contre elle, mon ami et ma amie. Tout contre elle. Le tribunal supérieur électoral est contrôlé par les bolsonaristes. Trump essaye d'interférer au Brésil. Les géants de la tech tentent d'influencer les élections. Tous les réseaux sociaux, n'est-ce pas, travaillent à favoriser Flavio Bolsonaro. Le patronat essaie de financer de toutes les manières possibles, même en cachette, la campagne de Flavio Bolsonaro. Je veux dire de l'argent sous la table? Alors, on va avoir un massacre, Lula nageant à contre-courant. Tout seul et nous, nous avec lui. Mais bon, du point de vue des institutions, tout sera contre lui. Et oui, c'est de la propagande négative anticipée. Mais voyons si André Mendonça va refaire quelque chose. Personnellement, j'en doute beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des élections en Colombie et c'est une question préoccupante pour le Brésil. Nous devons en parler.